Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire mensuel spécial analyse des marchés et gestion de la volatilité, webinaire très complet que je vais faire ce soir avec l'équipe de AlphaZone. Bonsoir. Bonsoir. Donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 novembre, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet, mais avant toute chose, et comme pour chaque webinaire, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et des CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme à chaque webinaire, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec nous. Nous répondrons peut-être à certaines questions pendant la présentation, mais pour la majorité d'entre elles, nous répondrons à la fin de cette présentation. Ce webinaire est bien évidemment présenté par la société CMC Markets. Alors CMC Markets, c'est une société qui a plus de 25 ans d'expérience, une présence internationale avec 14 bureaux dans le monde, 45 millions de transactions en 2015 dans 70 pays. Et puis en France, c'est un bureau à Paris depuis 5 ans, une entité agréée, une plateforme en ligne innovante, un service client dédié et professionnel, je vous invite à le tester, vous verrez par vous-même, des spreads compétitifs et une mise à disposition de nombreux contenus analytiques et éducatifs, dont évidemment le webinaire de ce soir. Nous vous montrerons des graphiques tout à l'heure qui ont été faits avec la plateforme de Next Generation, donc une plateforme qui est disponible sur ordinateur, tablette et smartphone, qui est fiable et très rapide, je l'utilise au quotidien. On a accès à plus de 10 000 CFD sur 5 classes d'actifs, des outils professionnels, de nombreux types d'ordres avancés, des flux d'informations et un traitement rapide des paiements. Voilà pour CMC Markets. Je vais laisser la main à l'équipe de AlphaZone et je vous laisse donc vous présenter. Bonsoir à tous. AlphaZone, en fait, c'est un collectif d'analystes de marché, donc à la fois fondamental mais également technique. L'objectif de notre association et de notre collectif, c'est finalement de donner des vues qui corroborent le technique en s'appuyant sur du fondamental. Et aujourd'hui, à peu près 2000 personnes nous suivent via Twitter, donc on vous invite à nous rejoindre sur le lien qui vous est affiché. Voilà pour la présentation de qui sommes-nous. Alors, il faut aussi savoir que AlphaZone fait une newsletter quotidienne que nous envoyons à tous les clients de CMC Markets. C'est une newsletter que je lis tous les matins et que je vous recommande vivement. Et je publierai sur Twitter juste après cette émission le lien que vous puissiez tous vous y inscrire. Concernant donc le programme de ce webinaire, l'idée va être en fait de vous expliquer que tous les marchés dérivent des taux et quelles sont les implications et tout ce qui influe sur les marchés de taux, notamment la macroéconomie, en particulier le niveau des taux, mais également l'inflation. Des relations qui ne sont pas forcément évidentes et qu'on va essayer de vous éclaircir au travers de cette présentation. Pour vous donner juste une petite étude, une analyse de données depuis 1919 a montré qu'une hausse des taux de 1% avait pour conséquence une baisse des actions de l'ordre de 2%. Donc ça montre que l'interconnexion entre les marchés est très forte et il faut la décrypter. Et nous, on va vous aider à le faire au travers de ce webinaire très éducatif. Donc la revue, dans un premier temps, des différentes zones géographiques, du point de vue de l'inflation, mais également du point de vue de la croissance. On regardera dans un deuxième temps la carte des signes noirs, c'est-à-dire quel impact peuvent avoir des mauvaises nouvelles sur les marchés financiers dans les prochains mois. Et puis, on vous illustrera la puissance de la confrontation de la vue fondamentale et technique qui nous paraissent essentielles dans les décisions d'investissement. Et enfin, on vous aidera à appréhender la volatilité qui, pour nous, est amenée à durer. Et puis, on terminera également par un investissement un petit peu décalé, plutôt rigolo pour jouer les élections françaises. Tout d'abord, donc, la revue des différentes prévisions macroéconomiques données par le FMI. Comment est-ce que l'on lit ce tableau ? Donc vous avez les projections sur les premières colonnes bleues pour 2016 et 2017
Et puis, celle qui est intéressante, c'est la colonne qui est juste à droite, donc que vous voyez ici, et qui vous donne la révision des perspectives de croissance par rapport à la dernière publication faite par le FMI. Ce que l'on constate, c'est qu'au niveau global, ce que vous voyez ici, les perspectives de croissance sont plutôt revues à la hausse sur l'année 2017 par rapport à l'année 2016. En revanche, ce que l'on constate, c'est que dans les pays avancés, pour la fin de l'année, on attend finalement une croissance un petit peu plus faible. Alors, elle est particulièrement liée aux États-Unis. Qu'est-ce qui explique ça ? La consommation au deuxième trimestre aux États-Unis a été beaucoup plus faible qu'anticipé. Et pour information, la consommation représente 70% de la croissance. Donc, c'est une variable extrêmement importante. Une deuxième variable très importante, c'est le Royaume-Uni et notamment les anticipations de croissance liées au Brexit. Aujourd'hui, on n'a pas encore de métriques permettant d'évaluer l'impact, mais en tout cas, c'est un risque qui pèse sur ces marchés. Ce que l'on constate au niveau de la croissance, c'est que finalement, elle a été un petit peu plus décevante sur le premier semestre aux États-Unis, comme je vous l'ai expliqué. En revanche, il existe des catalyseurs pour la fin de l'année. Notamment, on a eu un T3 qui a été au-delà des espérances, notamment grâce à la progression des exportations. On a eu également des chiffres d'activité en septembre et en octobre qui étaient meilleurs qu'attendus. Et puis surtout, beaucoup espèrent de l'effet Trump. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel je vais faire un focus particulier. Donald Trump a annoncé dans son programme des suppressions de taxes de l'ordre de 200 milliards. Ces suppressions pourraient avoir un potentiel de croissance supplémentaire de l'ordre de 0,4% pour 2017 et 2018, ce qui finalement décalerait en fait les prévisions de récession aux États-Unis. Deuxième annonce forte de Donald Trump, elle concerne les dépenses d'infrastructure. Alors, on ne parle pas de la construction uniquement du mur entre les États-Unis et le Mexique, bien sûr, mais un montant global évalué aux alentours de 150 milliards. Et là, ça pourrait booster la croissance de l'ordre de 1%, sachant que la construction a un effet bénéfique pour la croissance beaucoup plus fort parce que vous ne délocalisez pas les emplois. Pour la zone euro, un peu le même constat, des chiffres d'activité qui sont ressortis meilleurs qu'attendus en septembre et en octobre. Et on a eu les chiffres ce matin du PMI qui ressortent au-delà de 54 points. Un signe que la croissance pourrait, en zone euro, dépasser les 2% sur le quatrième trimestre. Donc, plutôt des bonnes nouvelles. Et puis, également, une autre chose très très importante, la croissance finalement qu'on a eue sur les années précédentes était principalement due aux politiques monétaires plutôt accommodantes. Et on a l'impression que ce stimulus monétaire va se transformer en stimulus budgétaire, c'est-à-dire drivé finalement par les dépenses publiques. Un autre signe de cette volonté que les politiques reprennent la main sur la croissance, c'est l'annonce de la Commission européenne il y a quelques jours de laisser filer les déficits. En effet, ils ont annoncé que la règle d'un déficit de moins 0,3% pourrait être élargie jusqu'à moins 0,5%. La conséquence, c'est que pour des pays vertueux type Allemagne, Pays-Bas, ils auraient une marge de manœuvre pour baisser leurs taxes. Pour des pays avec une politique économique un petit peu moins vertueuse, je pense plutôt aux pays du Sud, eux pourraient augmenter les dépenses. Et enfin, les émergents, donc j'ai souligné en fait la Chine, la Chine est le principal driver avec l'Inde des pays émergents. La croissance est plutôt repartie dans ces pays-là, comme on peut le voir. En revanche, elle devrait se tasser à l'avenir. On a eu des chiffres plutôt décevants sur les exportations chinoises. C'est somme toute logique puisque la Chine est en train de changer de modèle de croissance qui était
basé sur les exportations, sur une dynamisation de la consommation interne. En revanche, chose très importante qui a été annoncée par Trump, c'est la fin du traité transatlantique qui pourrait également impacter de nouveau les exportations chinoises. Et l'impact a été immédiat puisque l'on a vu des sorties de capitaux énormes la semaine du 16 novembre. Plus de 7 milliards sont sortis de ces marchés-là. Et contrairement à ce qui est entendu sur les marchés émergents, beaucoup disent que les performances sont excellentes et qu'elles ont réussi à capter énormément de flux. Ce n'est absolument pas le cas et c'est lié à un seul pays, la Chine, qui a finalement continué d'acheter du dollar avec ses réserves pour faire diminuer le yuan. Donc pour cette partie perspective, ce qu'on peut en retenir, c'est une croissance plus forte attendue aux États-Unis et en zone euro. En revanche, des craintes sur les pays émergents et notamment quelque chose que l'on ne peut pas encore anticiper, mais l'impact que vont avoir les matières premières sur tous les pays, notamment d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient. Alors, tu as évoqué effectivement un scénario de croissance mondiale de 3,1 à 3,4%. Je rappelle qu'en 2007, 2006, 2007, le rythme de croisière de la croissance mondiale était de 5 à 6%. Aujourd'hui, avec 3,1, 3,4% en 2017, nous assistons à un ralentissement du rythme qui a été causé par celui de la Chine notamment, par de façon beaucoup plus fondamentale un dividende démographique qui est passé. Je voudrais tout simplement rappeler que en Europe, 50% de la population est âgée de plus de 65 ans. En Chine, c'est 60%, au Japon, c'est 70%. Ce qu'on appelle le dividende démographique est derrière nous dans ces zones, à moins que le taux de natalité remonte fortement, ce que nous ne pensons pas. Dans un monde à 3,1%, il est évident que les capacités industrielles, nous avons construit nous-mêmes dans des entreprises européennes au Brésil, en Chine, à Singapour, sont trop importantes et sont calibrées pour un monde qui croît beaucoup plus vite qu'il ne croît depuis finalement la crise financière. Le choc déflationniste que nous avons connu sur les matières premières et qui a fortement impacté leur volatilité est en réalité tout simplement issu de ces surcapacités dans les métaux, dans le charbon, etc., par rapport au rythme réel de croissance. On voit toutefois aujourd'hui que ces matières premières réalisent un bon rallye depuis le début de l'année, et puis depuis quelques mois. Toutefois, les risques sur le scénario qui viennent d'être montrés sur ce tableau sont importants. Et les risques sont d'autant plus importants que maintenant les attentes aux États-Unis, que vous pouvez voir manifester sur ces slides, ont été revues dans le bon sens depuis l'élection de Trump. Mais quelle est vraiment la croissance potentielle de la zone, de cette zone qui, je le rappelle, est extrêmement importante puisqu'elle est la zone leader sur le marché des actions et qu'elle impacte l'ensemble des marchés mondiaux. C'est-à-dire que lorsque les États-Unis souffrent, l'ensemble du monde suit dans la tourmente. Aux États-Unis, effectivement, quelle est la croissance potentielle ? Est-elle supérieure à l'Europe ? Est-elle supérieure au Japon, à l'Asie ? C'est difficile à dire, mais on a quand même quelques indicateurs qui doivent nous permettre, ou plutôt nous amener à être prudents sur cette zone-là. On est à 4,8% de taux de chômage avec un taux de participation qui monte. C'est excellent, c'est une situation de plein emploi. Sauf que comme cela a été évoqué juste précédemment, la croissance n'est pas vraiment au rendez-vous avec 1,6, 2% de croissance sur une zone de plein emploi. Il semblerait qu'en réalité, le potentiel d'aller plus vite, plus fort, soit assez peu élevé. Je voudrais comparer par exemple le taux de chômage dans la zone euro qui est de 10%. On a du potentiel. Chaque fois qu'on va perdre 1% de chômage en zone euro, vous imaginez que ça se ressentira très très rapidement sur la croissance. On ne va pas pouvoir aller beaucoup plus bas aux États-Unis que ces 4,8 qui sont déjà, regardez le chart de droite, particulièrement bas historiquement. On est sur des niveaux quasiment de pré-crise. Et ce qui amène, et j'ai repris ici des charts qui sont très bien faits de Natixis, Natixis a pensé que le taux de croissance potentiel est finalement inférieur à 2%. Donc la première économie mondiale devrait croître
de façon moyenne dans les prochaines années à un taux de 2%, avec une inflation cible de la Fed de 2%. Ça vous donne une idée qu'on peut avoir sur des taux longs dont dérivent la plupart des marchés, sachant que cette idée, Hélène en a une très très claire. Elle ne les voit pas aller vraiment beaucoup au-delà de 2,5, les taux longs, dans son esprit. Pourquoi ? Parce que justement, elle a elle aussi très 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 conscience de ce chart que vous avez à gauche, celui de la croissance potentielle. On attend beaucoup de Trump, qu'on compare souvent à Reagan, mais attention, la situation aux États-Unis, et c'est le risque sur notre scénario de croissance mondiale, c'est le risque sur notre scénario de croissance aux US, la situation est très très différente. Quand Reagan est arrivé au pouvoir, le marché obligataire américain connaissait un rallye baissier, une période de baisse significative. C'est-à-dire que sur les 10 ans qui ont précédé l'accession de Reagan, les taux sont passés de 4 à 14%. Donc vous arrivez sur un marché obligataire qui est tendu, mais qui finalement n'offre que de l'upside pour les acheteurs d'obligations, c'est-à-dire finalement le risque est asymétrique, vous avez plus de chances de voir les taux baisser quand vous êtes à 14 que de les voir monter. Nous on est complètement au contraire, on est à 2,30% sur le 10 ans US. Vous imaginez bien que le potentiel est plus à la hausse, et on le voit depuis plusieurs mois, qu'à la baisse. Comment réagit un pays qui est 2 fois plus endetté que sous Reagan, 251% du PIB pour la dette non financière, à une hausse des taux de 1%? Attention donc, prudence, suréchauffement de, entre guillemets, la bulle obligataire, l'économie y sera sensible. On a d'ailleurs pu constater, juste sur le mois d'octobre, une hausse des taux longs américains de 37 BP sur le 10 ans. L'impact immédiat, une perte de 3% sur les marchés obligataires et de l'ordre de 6 à 8% sur les marchés actions. Donc c'est vraiment cette dynamique de taux qui va driver les performances des actifs et qui l'a toujours fait. Tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis continuons sur les taux, ils sont fondamentaux. C'est-à-dire que mon collègue évoquait il y a quelques secondes une reprise, un passage de relais de la politique monétaire au stimulus budgétaire. Peut-on financer des plans d'infrastructure ? Peut-on financer des aides sociales si la politique monétaire est arrivée à bout ? C'est-à-dire si elle ne continue plus, si on rentre en phase de tapering, ce qui se passe aux États-Unis et ce qui va se passer en Europe probablement en 2017. Peut-on financer cela sans l'aide des politiques monétaires qui sont au taquet ? La question mérite d'être posée car c'est une histoire que nous ne connaissons pas, sinon peut-être celle du Japon. Et on voit que l'effet marginal de la baisse des taux au Japon, des plans d'investissement, est en fait extrêmement réduit. À chaque fois qu'on en fait un, il a moins d'effet. On a effectivement évoqué l'immobilier, je pense, précédemment sur notre flux Twitter, etc. aux États-Unis. Je voudrais, pour rapidement finir avec la zone, signaler que soyez prudents. 27% de hausse des saisies en octobre. Je rappelle que l'immobilier est quand même un des actifs principaux dans les ménages américains. Sa valorisation compte beaucoup dans la consommation du ménage américain. Et l'endettement des entreprises est également beaucoup plus élevé désormais dans le G7 depuis la crise financière. Grâce au taux bas, elles se sont ultra leveragées. À surveiller également, on a 8 000 milliards d'obligations américaines qui vont arriver à échéance dans les 2 ans. Il va falloir les rouler, faire un rollover de ces dettes. On sera sur des taux qui seront nettement plus élevés. Donc les frais financiers seront là. Je vous parle d'un plein emploi, l'inflation salariale, alors que la productivité ne monte pas, créera une pression sur le coût unitaire du travail sur les entreprises. Le dollar fort crée une pression sur les marges. Le cash du S&P 500, je rappelle, c'est 1600 milliards de cash et réparti sur 25 compagnies, globalement. Prudence sur les États-Unis, sur le scénario. Toutefois, la conclusion, rapidement, est la suivante. C'est qu'effectivement, le plan pro-croissance de Trump est plutôt favorable à la croissance aux États-Unis. Ce qui se passe sur le marché, d'après nous, c'est que le marché est en train de décaler dans le temps ses anticipations de récession US. Il est passé de probabilité de récession au H1 2017, H2 2017, à un H1 2019, H2 2019. On gagne 2-3 ans de croissance sur la zone États-Unis. On gagne donc, et c'est ce qu'on voit sur les indices qui atteignent de nouveau plus haut, plus de la croissance des bénéfices des actions des sociétés du S&P 500. Si on fait une extension, on part sur un BPA 230 $ pour l'indice
En 2016, je crois qu'on est à 135 144 ou 145 sur 2017. Il n'est pas impossible que dans une phase, si certains regardent les charts, et je n'en doute pas parmi vous, de décompte héliotiste, on soit sur une 5e vague de hausse sur les indices US, S&P 500, Dow Jones, on puisse, dans la poursuite de cette dernière jambe, atteindre des niveaux de valorisation jamais vus de 24 fois, 25 fois les BPA. Ça peut nous amener... À combien seront les indices C'est la bonne dans question. ce cas-là ? C'est la bonne question. On pourrait arriver éventuellement à un S&P à 2500 points dans sa phase ultime d'extension. Vous voyez qu'il y a du potentiel par ricochet sur l'Europe. Je vous propose de continuer un peu plus en avant dans la présentation macro. Alors, je me permets juste une petite intervention, puisqu'il y a à peu près 5-6 mois, j'avais fait justement un webinaire anticipant une possible récession aux États-Unis avec Véronique Riche-Flores. On avait justement parlé donc, du cas des États-Unis, du plein emploi, de la productivité, etc. Voilà, comprenez bien que c'est un scénario qui s'est développé, qu'on a vu les choses évoluer jusqu'à la fin de l'année, que là Trump a été élu et que le marché est en train de changer d'avis. Donc de la même façon, les macroéconomistes, les analystes, les personnes comme vous, les traders, au quotidien, on doit revoir nos copies. C'est la raison qui explique que je sois techniquement parlant et donc aussi fondamentalement, vu ce qui se passe ces derniers temps, extrêmement haussier. Et je suis très content d'ailleurs que tu parles de cette 5e vague d'Elliott, car tous les professionnels de marché avec qui j'ai discuté jusqu'ici qui sont restés haussiers, et donc qui sont rares, toutes ces personnes me disent que pour que ce marché haussier arrive à son terme, il doit mourir dans l'euphorie. Et c'est donc exactement ce scénario d'une vague majeure, euphorique, finale, en direction des 2500 points sur le S&P, parenthèse fermée. Tout à fait, et puis je pense que tu le sais comme moi, on aurait pu compléter par nos cibles sur l'Eurostoxx. Ça peut amener un Eurostoxx à plus 10, plus 15, voire plus 20% sur les prochains mois. Exactement. Bien sûr, on a un agenda en Europe, je pense qu'on peut aller sur les slides Europe. L'Europe, malheureusement... Il y a une prime politique aussi. Oui, tout à fait, subit une prime politique, prime de risque politique. Il y aura plutôt tendance à caper la croissance. Voilà. On ne va pas pouvoir la matérialiser sur ce chart. Hein. Ici, on vous présente plutôt, en fait, la réalité des choses, c'est qu'en Europe, les 2/3 du PIB découlent de la consommation, c'est-à-dire ce que vous et moi nous achetons globalement, et malgré une balance commerciale largement excédentaire grâce à l'Allemagne, ce qui a toujours eu pour effet de renforcer l'euro. Ici, on est à 10% de taux de chômage. Il y a du potentiel. Un Randstad qui est en train de tutoyer les 50 €, qui est en train de bondir depuis plusieurs mois, montre que d'un point de vue du marché de l'emploi, donc Randstad pour rappel, travail temporaire dans l'industrie, col blanc, col bleu, etc., un peu partout en Europe, Pays-Bas, France, Allemagne, Espagne, Italie, etc. Grosse performance ces dernières séances. Il y a un scénario macroéconomique en Europe qui commence à se détendre. Toutefois, on a une prime de risque politique qui, comme l'a évoqué Nicolas, est réelle. On peut faire rapidement, je pense que c'est le bon moment de le faire, hein, la revue des échéances qui nous attendent sur l'Europe et qui vont être génératrices de volatilité, et on y reviendra en fin de présentation. Elles sont fondamentales, et il est vrai qu'un trader peut arbitrer la vol entre les US et l'Europe, eu égard à la stabilité maintenant politique qui semble se dessiner aux États-Unis. Hein. On va avoir le parti républicain qui va être majoritaire dans les deux chambres et à la Maison-Blanche. Nous, en Europe, on est très loin de ça. Donc rapidement, et ça tombe bien, voici la carte des signes noirs qui apparaît. Qu'est-ce qui nous attend en Europe? Qu'est-ce qui est générateur de vol? Alors, nous avons eu les primaires du centre droit en France. Le centre droit, c'est l'anglais les Anglais qui disent ceci. Le 4 décembre, nous avons le référendum Renzi. Vous le voyez sur ce chart que je vais d'abord vous expliquer très très rapidement. Ce chart vous positionne en abscisse la volatilité du marché action du CAC 40, exprimée en écart type. Voilà, en gros, en moyenne, le CAC 40 a assez peu varié cette année. On est à moins de 0,50% de variation quotidienne. Vous savez que les volumes sur le CAC 40, on n'a jamais récupéré les 5 milliards échangés par jour. Certes, c'est un indice qui est volatile, mais finalement, le marché action est resté dans les clous. En réalité, ce qui se passe, c'est que la moyenne
du marché, on devrait peut-être regarder la médiane, parce qu'on a eu quand même des pics de volatilité énormes cette année. Et sur l'axe désordonné, vous avez le taux de probabilité d'occurrence d'un événement. Chaque pastille est un événement, et ce chart vous permet de lire en fonction de sa probabilité d'occurrence quel impact il va avoir sur le marché, sur la volatilité du marché. Plus vous vous trouvez à gauche, plus vous avez un impact fort à la baisse. Plus vous vous trouvez à droite, plus vous avez un impact élevé à la hausse. Et en réalité... Donc en gros, si on lit ton graphique, le Brexit, donc, qui est la pastille en orange, montre très clairement que c'était un événement inattendu par le marché et qu'elle a eu un impact énorme sur les performances des indices. C'est exactement ça. Le long de cette courbe rouge, la vitesse de diminution des chances de voir un événement se produire était très élevée. C'est le principe de la courbe de Gauss. Plus vous vous écartez de la moyenne, plus la vitesse de diminution des chances de voir apparaître un événement est élevée. Et plus moins vous êtes probable, et plus vous avez un impact fort sur les marchés. Instinctivement, c'est très simple à comprendre. Ce que je ne connais pas, ce que je n'anticipe pas, me fait peur. Donc plus je me déplace vers la gauche ou vers la droite, et loin de la moyenne, et moins je suis probable, mais plus j'impacte le marché. Donc si on reprend cet exemple avec l'Italie, au final, on s'aperçoit que le non RNZ est déjà anticipé par les marchés, alors que le oui ne l'est pas du tout. Et on pourrait attendre finalement du oui un impact très fort le 4 décembre. Exactement. Les derniers sondages indiquent, par exemple, je prends Ipsos, que le non passe à 55%. Le marché a déjà joué cela. Si vous regardez le secteur bancaire italien, qui est le proxy de l'économie italienne par excellence, vous voyez que les valos sont au tapis et que si vous faites la liste des stocks du DJ Stocks Europe 600, vous retrouvez en performance depuis le début de l'année, au fond du panier, les valeurs bancaires italiennes. C'est pricé, c'est dans le marché. Vous pouvez avoir un marché qui ne devrait pas varier énormément sur un non au référendum le jour même. En revanche, un oui est absolument pas joué. Et je pense que c'est important pour tout investisseur d'essayer de construire comme ça sur ces scénarios, ce genre de chart, parce qu'il vous permet de voir, si je prends le oui à droite, le non qui est centré, qu'il y a un couple rendement-risque, un potentiel asymétrique. Vendre le marché sur un non RNZ ne fait pas sens. On ne gagnera pas grand-chose. Celui qui pense que le oui passe, et si le oui passe, en revanche, lui, a plus de chances de gagner, d'être dans le bon sens en passant le long du marché. Votre couple de rendement-risque est beaucoup plus intéressant en payant le marché sur du oui. Donc une bonne façon de le faire serait d'acheter les valeurs bancaires italiennes. Voilà, mais qui souffrent toutefois de problèmes intrinsèques. Vous avez aussi, grâce au CFD, la capacité de le faire directement sur les indices, de façon très simple et très transparente. Ça peut être l'objet d'une autre présentation, etc. Mais on ne va pas s'attarder sur le cas italien ce soir. On va finir cette slide par le risque, d'après nous, qui nous paraît le plus important à surveiller. Les scénarios qui sont centrés, c'est que la Fed va, à décembre, augmenter ses taux, 100%, les Fed Funds Futures. Et on commence à voir sur la courbe des Fed Funds Futures 2017 des hausses des taux qui partent sur avril-juin. Et le marché est en train de se demander si la Fed ne va pas faire un nombre un peu plus élevé que prévu de hausses de taux en 2017. L'inflation est en train de revenir aux États-Unis. Le Consumer Price Index forward début 2017 est à plus de 2,6%. Ce que j'ai marqué à gauche, entre hausse des taux Fed de 0,50 BP, inflation trop forte, c'est une Fed qui serait en fait pris par surprise, qui serait en retard sur l'inflation. Et ça, c'est un scénario qui serait dramatique pour les actions. Une Fed qui remonte dans l'urgence les taux, c'est très dangereux. Le marché n'est pas préparé à cela. Le marché action est très très sensible aux taux. Les obligations le sont, mais les actions dérivent des taux. Toute la partie income, c'est-à-dire dividendes, utilities de la cote est extrêmement sensible et pèse très lourd. Donc, soyons très à l'écoute des attentes du marché sur le dot plot, c'est-à-dire la façon dont la Fed positionne ses hausses de taux à finir. Soyons très attentifs à l'inflation. Si la Fed se situe behind the curve et se met à agir dans l'urgence, on va avoir énormément de volatilité en 2017. La transition est toute faite pour revenir finalement sur ces anticipations d'inflation qui auront pour impact, si l'inflation remonte, de faire grimper les taux et donc d'impacter les obligations négativement. Grosso modo, le graphique que je vous montre à l'écran est intéressant
puisque en fait, on voit les composantes de l'inflation. La seule à regarder, finalement, c'est la courbe rouge qui est tout en bas, qui est liée à l'énergie et principalement au baril, donc au pétrole. Si on se replonge dans les niveaux du pétrole en début d'année 2016, on était aux alentours de 30 $. L'impact d'une hausse du baril de 10 $ aura pour conséquence de faire grimper l'inflation de 0,2% à 0,3%, mais avec un décalage de 6 à 9 mois. Donc ce qu'il est intéressant de constater, c'est que l'inflation pourrait rebondir finalement sous l'effet de cette hausse du baril, même si on se situe à 45 ou 50 $. C'est potentiellement 0,6 ou 0,7% d'inflation supplémentaire. Et ce que l'on constate, c'est que finalement, si on se replonge aux États-Unis, en 2015, les anticipations d'inflation étaient très très faibles, puisqu'elles étaient quasiment à zéro. Un an plus tard, on les a vues grimper aux alentours de 1,6%. Les anticipations des marchés aujourd'hui sont plutôt aux alentours de 2,50. C'est ce que vous voyez ici sur le swap inflation 5 ans dans 5 ans, qui est en fait l'outil de mesure utilisé par les banques centrales pour anticiper l'inflation à long terme. Un outil qui est particulièrement suivi donc, par la BCE et par la Fed. Par l'ensemble des investisseurs. Exactement. Et l'idée de cette inflation qui pourrait ressurgir, alors est-ce qu'elle va durer? Ça c'est une bonne question, c'est lié finalement au prix du baril, si on revient sur la composante que je vous ai décrite ici. L'intérêt pour vous, c'est de comprendre comment elle va affecter les marchés financiers. Donc je vous l'ai dit, ça va faire remonter les taux, mais également ça va avoir un impact sur certaines valeurs. Une qui illustre parfaitement, c'est Vinci. Juste avant de... On passe sur les actions déjà ou on peut... Non, c'est juste de donner l'impact de l'inflation sur certains secteurs. Et on reviendra bien sûr avec des idées de trade plus tard. Mais l'idée, c'est de dire, voilà, l'inflation, elle va avoir un impact notamment sur les concessions autoroutières. On l'a vu avec Vinci, qui a remonté le prix de ses péages de 0,76%. Donc c'est clairement un signe que Vinci anticipe de l'inflation à venir. On aura également la distribution alimentaire, puisque quand vous irez faire vos courses, on aura un petit peu plus les prix seront un petit peu plus élevés. L'immobilier risque d'en bénéficier également, puisque les loyers sont indexés sur un indice d'inflation. Les utilities, donc tout ce qui est service aux collectivités, pourraient en bénéficier également, lié au prix de l'énergie. Et enfin, les assureurs, tout simplement parce que ils pourront augmenter le prix des primes que vous payez pour assurer votre voiture. En revanche, deux secteurs seront particulièrement affectés en fait, par cette hausse des prix. C'est la consommation pour la consommation de base. Elle va renchérir le prix lorsque vous allez faire vos courses, donc il y aura peut-être des arbitrages qui seront faits sur certains produits. Et enfin, la santé, puisque cela va renchérir le prix des médicaments, et donc une poussée inflationniste serait malvenue. Donc pour résumer, en fait, l'inflation et la hausse des taux sont extrêmement liées. La hausse des taux, tant qu'elle n'est pas la réaction à une poussée inflationniste, en fait, elle ne menace pas les actions. En revanche, c'est pas ce que l'on constate avec cette hausse du baril. Donc, certains secteurs seront à surveiller et vous verrez en fait que l'idée de la présentation était de présenter les grandes tendances macroéconomiques pour identifier des opportunités d'investissement par la suite. Voilà, je voudrais justement en finir avec l'inflation en rappelant que vous savez que les taux longs, les taux 10 ans, sont une fonction de l'inflation et de la croissance. Et comme nous l'avons dit, vos marchés actions vont dériver des taux. Si les taux bougent beaucoup, ça permet des arbitrages, des flux, parfois de la prudence sur les actions. L'inflation est une composante essentielle. Ce qui s'est passé en 2015, c'est qu'en Chine, avec le ralentissement, le hard landing chinois qui reposait sur des craintes
qui n'ont pas disparu. Je vais les rappeler en 2 minutes avant qu'on continue la présentation, mais je pense que c'est important. Est-ce qu'on peut retourner rapidement sur la slide sur la Chine? Voilà. Ce qui se passe en Chine, les craintes, elles sont toujours vives, c'est la dégradation de la compétitivité du pays. Le coût salarial unitaire augmente. Alors vous voyez que le chart est un peu trompeur au milieu de la slide, mais ce n'est pas parce que la dynamique s'est un peu calmée que le coût salarial unitaire ne croît pas. On est à plus 5% par an. On est sur un pays qui a énormément investi pour justement un monde qui ferait une dynamique de croissance de 5%. Il se trouve en surcapacité. Et de ces surcapacités, de ce ralentissement de la croissance, on a vu une déflation, une instabilité du prix des matières premières. Et les craintes étaient que la Chine allait exporter vers les pays développés cette déflation, cette pression sur les prix. Aujourd'hui, on a quand même un élément qui semble montrer que sur les services, que sur le manufacturier, on a de la stabilisation et on commence à revoir une hausse des prix à la production. Donc c'est à suivre chaque mois en Chine. Suivez les prix à la production en Chine. Et il semblerait qu'on ait moins de craintes de déflation importée depuis la Chine vers l'Europe, vers les US, depuis plusieurs mois. Donc ce côté-là est en train de s'effacer. Et vous avez entendu parler, je pense, si vous lisez les journaux anglo-saxons, du reflation trade. C'est pas seulement l'effet Trump. Le reflation trade, c'est l'effet fin de la déflation importée depuis la Chine dans le monde, etc. Rappelons toutefois que le commerce mondial, c'est la première fois depuis, je crois, 25-30 ans qu'il croît moins vite que le PIB, c'est-à-dire que le PIB mondial croît plus vite que les échanges en volume et en prix. Il y a un effet prix déflationniste qui pèse sur l'indicateur. Mais voilà, on va peut-être aussi rentrer dans un monde où les échanges en valeur seront moins importants, des échanges plutôt interrégionaux, etc. C'était pour rapidement passer sur la Chine, qui reste un pays où les problèmes sont vivaces. Juste un chiffre pour vous rappeler quelque chose. 30 000 milliards de dettes en Chine pour un PIB de 10 000 milliards. Voilà, donc sachez que c'est une zone à surveiller, et s'il y a un gros crack quelque part dans les années à venir, ça peut être le crédit et l'immobilier chinois. Les deux sont très liés. Mais on répondra à vos questions à ce sujet bien volontiers en fin de présentation. Pour faire une transition très facile, merci. On va passer directement en fait sur les idées de trade qu'on avait qui étaient liées finalement à un peu tout ce qu'on vous a présenté. Donc les perspectives de croissance, donc quelles zones regarder, quelles zones éviter, la hausse des taux, l'impact qu'elle peut avoir sur certaines valeurs ou certains indices, et puis voilà, en fait l'illustrer au travers de différents en fait actifs. Donc tout d'abord le France 40, un CFD que vous retrouvez sur la plateforme de CMC, que l'on utilise bien évidemment. Une tendance qui reste également haussière, puisque les marchés actions sont très corrélés. Comme vous l'a expliqué tout à l'heure mon collaborateur, les marchés actions américains seraient en train de créer une vague haussière, la 5e. Derrière, les marchés européens devraient suivre. Et on estime qu'il y a un potentiel encore plus fort lié à la composition du CAC 40, puisque au sein de l'indice, vous avez énormément de valeurs bancaires qui pourraient profiter à la fois de la hausse des taux et d'un repricing du marché. On a également des valeurs comme Total qui pourraient également rebondir sous l'effet de la reprise des prix du baril. Voilà, première pondération est complètement dépréciée par la baisse du baril qui évolue même pas au-dessus des 50. Donc un gros poids qui a encore de la recovery à faire. Et puis Sanofi également un très gros poids qui a été assez vendu par le marché récemment, mais qui Sanofi, a un potentiel. Effectivement, Sanofi, deuxième pondération, baisse des prix des médicaments aux États-Unis avec un effet Clinton. Problème sur le business diabète qui est structurellement déflationniste et très compétitif. Donc voilà, deuxième poids du potentiel de rattrapage, comme on venait de l'évoquer à l'instant. Et concernant Total, si je puis rajouter ma petite touche, c'est un titre qui depuis pratiquement 8 mois, 9 mois est comprimé sous les 44-45 euros. Le jour où cette barrière passe, c'est un signal extrêmement violent, parce qu'en fait depuis 3-4 ans elle est déjà dans une tendance baissière progressive. Là elle a réussi à se stabiliser. Si on voit le WTI sortir de son range par le haut et accélérer, et que Total fait de même, ça c'était une de mes thématiques de ces dernières émissions. J'expliquais que si
Si on avait un accord de gel de production, le baril revenait à 50, Total cassait sa résistance et Mmh. permettait ainsi au 440 de finir l'année positif. Tout à fait, c'est un très bon call et on le partage totalement. Et grosso modo, voilà, un peu pour vous donner des points techniques, nous on est plutôt donc il y a eu un range 4343, 4563 qui s'est dessiné. On l'a récemment cassé. On vise 4563 points à court terme, puis 4007 si le scénario de hausse se confirme. Sinon, on pourrait retourner sur les 4200 points. Concernant le graphique suivant, là on a voulu vous présenter le dollar index, donc qui est en fait l'évolution de dollar par rapport à un panier de devises au nombre de 6. Et ce que vous voyez sur On le... a 13 dedans, si je puis me permettre, mais ce sont des pourcentages qui sont Sont très faibles. Bonne remarque. Très à table. Mais sinon, en gros, le dollar index, c'est un peu l'euro-dollar inversé, quoi. Exactement. Puisqu'on voit qu'en fait, l'évolution est quand même liée à près de 60% à la variation de l'euro. Pour rappel, vous donner les grandes performances du dollar face aux principales devises. Hein. L'euro s'est plutôt bien tenu, hein, puisqu'il a perdu de 90% face au dollar depuis le début de l'année. On a la livre qui a pesé finalement et qui a permis au dollar de booster très fortement, puisque la livre perd de l'ordre de 16%. Et enfin, le yen, lui, perd environ 6,5%. Donc les principales devises mondiales ont perdu quand même pas mal de valeur face à l'euro, au dollar, pardon. Et en fait, voilà, ce dollar, c'est très clairement une accélération potentielle qu'on a vue, une accélération qu'on a vue récemment, liée à Monsieur Trump. Donc là, on le voit plus clairement sur le graphique de l'euro-dollar, où on voit toute la toute la vague baissière qui a eu lieu récemment sur l'euro, qui est principalement liée à cette politique annoncée par Monsieur Trump, et puis finalement sur le marché qui anticipe un petit peu plus de hausse de taux pour 2017. On a pour la première fois d'ailleurs sur les Fed Funds constaté une probabilité de hausse en décembre de 100% il y a quelques jours. C'était une grande nouveauté. On attend également pour le moment 2 hausses en 2017, ce qui pourrait finalement procurer un réservoir de performance de l'ordre de 3 à 4% supplémentaire sur l'euro-dollar. Un niveau intéressant à viser, c'est 1,05 dans un premier temps. On y est quasi, voire si on ne l'a pas touché même aujourd'hui. 1,0550 aujourd'hui. Voilà, donc 1,05 très probablement. 1,02 avec une probabilité plus faible, mais on est assez confiant là-dessus. Donc plutôt un euro qui devrait faiblir face au dollar. Et ce sera aussi une déterminante de nos trades par la suite. Alors, effectivement, juste pour compléter, vous savez que l'or évolue comme une devise face au dollar, et que mécaniquement, un dollar plus fort ne renchérit pas l'or, bien au contraire. Et que dans le cadre de ce qu'on a appelé le trading de la reflation, le reflation trade, la façon dont on va se positionner sur les marchés pour anticiper l'inflation, cela va déterminer notre allocation. Et l'or, à ce titre-là, lui, est un actif qui ne détache pas de coupons. Donc dans une période d'inflation en hausse, l'or est souvent délaissé. Et puis je reprendrai une citation du Barron's Payne intéressante, c'est qu'une once d'or vous permettait en 1900 d'acheter un beau costume. Aujourd'hui, c'est pareil. Donc en termes réels, l'or n'offre pas une protection contre l'inflation. Et le dollar fort, comme cela a été présenté, est en fait fait l'objet de mécanismes très très nets qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire que vous avez un taux de référence aujourd'hui pour l'actif sans risque mondial le plus réputé qui est l'obligation à 10 ans américaine, qui est à 2,34%, qui prenait 3 points de base, c'est-à-dire plus 0,03% de rendement actuariel exigé par les marchés encore aujourd'hui, là à l'instant je viens de regarder. Donc vous avez un actif sans risque, libellé dans une devise forte qui rémunère de plus en plus. Vous vous doutez bien que vous avez un cercle vertueux pour le dollar.
Et dans ces considérations-là, il devient très important de se poser la question de l'allocation d'actifs que l'on va faire. L'or, moyennement. Les taux, se mettre sur des obligations. Attention, les taux sont dans une tendance qui semble plutôt haussière. Difficile. Vous risquez d'essuyer des pertes en capital sur les obligations que vous achetez aujourd'hui, car plus le rendement exigé par le marché va continuer de monter, plus en prix vos obligations vont se déprécier. Restent les actions, et c'est ce qu'on est en train de voir dans les slides qui vont suivre, mais lesquelles? On va vous présenter ici CGG et Vallourec, qui sont toutes les deux des sociétés parapétrolières, c'est-à-dire des sociétés qui vont travailler pour les grandes majors, c'est-à-dire les grandes sociétés pétrolières intégrées que sont les Total, les Statoil, les Royal Dutch Shell, les BP, etc. Ces sociétés parapétrolières, et comme Technip en est une, évoluent à un moment différent de l'activité pétrolière, que ce soit le forage, etc. CGG évolue en dernier. C'est-à-dire que se mettre à relancer de l'exploration, chercher à découvrir de nouveaux réservoirs, dans une période où tout le monde parle de pic de la demande, et non plus de l'offre, on parle de pic de la demande, c'est-à-dire qu'on se dit que d'ici 5 ans, il y a des gens qui disent que dans 5 ans, on aura atteint le sommet de la demande en pétrole dans le monde. C'est-à-dire qu'avec les voitures électriques, avec l'efficience, on aura atteint le pic du besoin. À quoi bon aller chercher de nouveaux puits? Vous avez déjà vos réserves qui sont là. CGG, qui est spécialisé dans la recherche de réservoirs sous la mer et sur la terre, en subit de plein fouet la conséquence. Et c'est là où vous avez toute l'importance de comprendre ce qu'est un carnet d'ordre, ce qu'est la facturation et ce qu'est le pipeline. C'est que vous avez des sociétés comme Technip qui facturent des contrats signés en 2015, 2014, cette année sur des très bons niveaux de marge. Mais si vous regardez ce qu'on appelle le book-to-bill, c'est-à-dire les nouvelles commandes par rapport au chiffre d'affaires facturé aux clients cette année, c'est une dégradation énorme. C'est-à-dire que pour 1 euro que je facture aux clients sur des contrats qui sont déjà anciens, je ne prévois dans mon carnet d'ordre futur que 50 centimes de chiffre d'affaires à venir. C'est catastrophique. Technip est une société de qualité qui a encore des progrès de restructuration à faire et qui est sur un marché qui reste plus porteur que CGG. Mais CGG, j'y reviens très rapidement. Vous voyez le chart dessiné par Nicolas, il est patent. La tendance est clairement baissière. CGG, la valeur de marché des capitaux propres est de 400 millions d'euros, c'est la capitalisation boursière. Les capitaux propres, c'est tout simplement ce qui vous reste une fois que vous avez liquidé tout ce que vous devez au tiers avec votre actif. Donc indirectement, le marché vous dit que sur CGG, la valeur de vos actifs, sachant qu'on a 3 milliards de dettes brutes, donc c'est énorme, hein, vous avez 400 millions de capitalisation boursière, 3 milliards de dettes brutes en face, ça signifie que le marché vous dit la valeur d'entreprise est de 3 milliards 4. S'il me reste 400 millions, une fois que j'ai tout vendu, que j'ai payé tout le monde, mes actifs valent 3 milliards 4, 3 milliards 5. Mais quels sont les actifs? 5 bateaux, des technologies certes intéressantes, mais qui ne trouvent plus clients. Il faut valoriser CGG sur son carnet d'ordre. Et le carnet d'ordre est vide. La conséquence, c'est que d'un point de vue fondamental, CGG doit vraiment inspirer la prudence à tous les porteurs d'actions. On est à la veille d'une nouvelle restructuration capitalistique et selon nous, CGG n'est pas le meilleur proxy à jouer en cas de rebond du baril. On a quelque chose de mieux en tête. On a un bon proxy, c'est Solocal. Solocal qui est aussi dans un projet de restructuration. D'ailleurs, on va en avoir des nouvelles dans les séances à venir. Voilà, donc grosso modo, CGG plutôt soit vous décidez d'aller sur la valeur, mais plutôt en jouant la baisse, soit vous n'y allez pas du tout. Dans tous les cas, c'est un dossier hautement spéculatif et il ne faut pas s'interdire de penser que la marque CGG, peut-être dans 2 ans, on se retrouvera et vous nous direz « Et CGG, vous vous en souvenez ?» Et je vous dis « Ah, qui sait ?» Ça peut être vendu par appartement. Une vente par appartement n'est pas impossible, mais CGG en l'état ne peut pas survivre. Et concernant Vallourec, Vallourec est un excellent call sur la hausse du baril, et notamment hausse du baril dont les effets immédiats seraient la réactivation des puits aux États-Unis de dernière génération. Vous avez entendu parler du gaz de schiste, etc. Vallourec est un excellent proxy. Son concurrent Tenaris a indiqué que l'activité, les volumes allaient repartir de plus de 60% l'an prochain. Le danger, c'est que Tenaris veuille prendre des parts de marché à Vallourec et baisser ses prix et entraîner les tubes que vend Vallourec à tous ces foreurs qui sont des tubes de bonne qualité, qui sont des tubes premium, dans une spirale déflationniste sur les prix, c'est-à-dire un pricing power, c'est-à-dire la capacité de Vallourec à faire payer ses clients en détérioration. Cette capacité-là pourrait souffrir. En attendant, ce que regarde le marché sur un Vallourec, c'est qu'on a des frais fixes,
et il faut faire tourner les usines. Et toute hausse des volumes sera très très bénéfique sur la société, mettra en avant son excellent levier opérationnel, et surtout la stratégie est bonne. Vallourec s'est dit, j'ai des capacités en Europe, je mets un terme à ces capacités, ou du moins je les mets en attente, je les mets à froid, et je vais plutôt réallouer les capitaux et les staffs, les capacités dans les zones les plus proches de mes clients, c'est-à-dire du côté du Brésil pour livrer aux États-Unis. Au Brésil, vous avez un réal qui s'est quand même bien détérioré par rapport au dollar index qu'on a vu tout à l'heure. C'est plutôt très positif quand vous avez des coûts en réal brésilien et que vous enregistrez du CA, du chiffre d'affaires, en dollars. Que dire de plus Augmentation de capital réussie, très belle réaction suite aux résultats, c'était là il me semble. Tout à fait. On a eu un gap baissier ce jour-là, le jour de la publication des résultats, et on peut voir que donc les cours ont ouvert pile sur un support de moyen terme, et toute la journée les acteurs se sont présentés. On a ouvert dans le rouge, on est revenu à l'équilibre, on a même fini dans le vert et on a gapé une résistance dès le lendemain matin. Et puis, me semble-t-il, on a pris appui ce début de semaine sur les 4,55. On est reparti tester les plus hauts à 5 € avec le pétrole qui était sous résistance. Et là, on est un peu en situation d'attente. Signera-t-on l'accord L'accord de gel de production. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ce que S'il dit y a Nicolas. accord, si le pétrole décale au-dessus des $50 et que Vallourec fait de même au-dessus de sa résistance des 5,10, il y a un beau potentiel qui s'ouvre à elle. Tant qu'elle est coincée sous les 5,10, on garde une certaine prudence. Belle entreprise qui valait encore 75 € après le plus fort de la crise financière. Bon, on n'est pas non plus à l'abri d'une deuxième augmentation de capital. Tout va dépendre des volumes et ça a été justement dit par Nicolas. J'espère que les bonus des salariés n'étaient pas tous payés en actions. Moi non plus. C'était un peu le cas par contre à la Société Générale. Là c'est un call qui est intéressant. Tout à l'heure on vous a dit le lien entre la macro et nos idées d'investissement. Là la Société Générale l'illustre parfaitement. Le marché anticipe une hausse des taux. Les banques seront les premiers et sont les premières à en bénéficier. On l'a vu, un rebond massif des banques sur les derniers temps, ce qui va permettre de relever les marges en fait, des établissements bancaires. Ça, c'est un des premiers calls et nous, on est assez confiants pour que la Société Générale, qui est une banque avec un effet de levier plutôt élevé, si on la compare à BNP par exemple, cet effet de levier plus élevé lié à la Société Générale, il est lié à la concentration plus forte de ses activités sur les activités de marché. Donc que l'on comprenne bien, c'est ton call fondamental qui te fait t'intéresser au secteur bancaire, et dans le secteur bancaire, tu l'as choisi pour les raisons que tu viens d'évoquer. Donc Tout à fait. Exactement. Je dirais même le call macro. Voilà. Le call macroéconomique très favorable au secteur, on l'a vu d'ailleurs depuis septembre. Oui, je pense que nos auditeurs savent qu'on ne donne pas de conseils particuliers à l'achat ou à la vente, mais que c'est bien un call, un biais positif, donc sur une vue fondamentale. En fait, c'est orienter ses choix d'investissement par rapport à des actualités économiques globales. Et un des deuxièmes catalyseurs pour cette valeur-là, c'est l'annonce récente de la Bundesbank qui a demandé au comité de Bâle, donc qui régit en fait la législation bancaire en Europe, d'assouplir ses règles. L'impact va être très clair, les banques auront probablement moins de capital à mettre en face de leurs investissements, ce qui sera forcément bénéfique aux marges des banques. En plus de ça, le positionnement de Société Générale, ils sont très présents en Pologne, ils sont très présents également en Russie. Oui, tout à fait. Je voudrais rajouter que sur les 8 pays qui connaissent la croissance du PIB la plus élevée prévue en 2017, vous en avez 4 en Europe de l'Est qui sont des marchés auxquels est directement exposée Société Générale. Il y a l'Afrique, bien sûr, mais qui représente une part moindre du PNB de la banque. Mais oui, la zone est très dynamique. Donc si on résume, on aura un potentiel de hausse lié à une hausse des taux, une stabilisation de la situation des banques de détail puisque les renégociations de prêts ont l'air d'avoir touché un plus bas, un assouplissement de la législation bancaire, un positionnement plutôt judicieux dans des pays à forte croissance, et enfin une valorisation qui est plutôt très intéressante puisque aujourd'hui la book value de la Société Générale, c'est-à-dire la comparaison de sa valeur de marché par rapport à sa valeur comptable, est aujourd'hui de 0,6 fois.
ce qui montre qu'il y a une distorsion. Et là aussi, il y a un potentiel de hausse à aller chercher. Grosso modo, un objectif à 45-50 à court terme paraît intéressant. En revanche, effectivement, si nos calls ne se vérifient pas, on pourrait repartir sur le bas de range, plutôt aux alentours de 30 euros. Oui, techniquement parlant, on voit bien qu'on est enfermé dans cette structure, qu'on est haussier sur les dernières semaines. Je crois qu'on a même un graphique journalier sur SOG. Donc ici aussi, point très positif, sortie de range dans lequel on était bloqué pendant 6 à 8 mois. C'était la publication des résultats, ce chandelier là. Parce que on a eu un plus 7% sur la publi. Parce qu'en fait, on a typiquement le même chandelier que sur Valorec et je trouve ça absolument magnifique. C'est-à-dire petit gap baissier à l'ouverture sur des craintes. Les opérateurs se présentent dès l'open, se placent, remettent à l'équilibre, cassent une résistance et on a un gap le lendemain. Donc c'est exactement le même config que VK tout à l'heure, Valorec. Et tant qu'on est au-dessus de 37,50, les cibles techniques, c'est 42,60 et les 45,50 dont tu parlais tout à l'heure. Donc techniquement parlant, on a une tendance haussière, une fin d'année potentiellement positive. On pourrait aller peut-être chercher, comme le CAC, le cours d'ouverture, le cours de clôture de 2015. Donc encore grimper d'un étage, voire deux. Après, voilà, comme tu viens de le dire aussi, à long terme, sortir de cette structure en triangle, là, par le haut, ce serait absolument magnifique. Et Dieu sait qu'elle le mériterait. Mais ça demande beaucoup de paramètres à valider. Ça demande beaucoup de paramètres, mais rappelons que les banques françaises sont très très bien gérées. Pas de recapitalisation par l'État. Je crois qu'on n'a pas de leçon à recevoir du côté de l'Allemagne là-dessus, ni du côté de l'Italie, ni du côté de l'Espagne. On encaisse des amendes de 8 milliards aux États-Unis sur BNP. Regardez le chart de Crédit Agricole et BNP de ces dernières séances. C'est la juste rétribution de banques universelles qui ont réussi à mitiger le risque, à passer la crise sans trop de difficultés. On a des bons banquiers en France. Le marché domestique français est difficile, mais les signes d'amélioration sont en train de se présenter. Ce sont des actions, c'est que vous pouvez choisir la qualité par rapport à un secteur. Et là, c'est ce qu'on vous propose. Enfin, on va terminer par BIC. Donc très rapidement, BIC, alors contrairement à la Société Générale qui a plutôt un profil décoté et on cherche une revalorisation des actifs de la banque, BIC est une valeur pure de croissance, donc avec une activité que vous connaissez sur les briquets, stylos et rasoirs, avec des marges qui sont plutôt faibles. En revanche, une croissance très forte et très stable. Et l'intérêt de cette valeur, c'est, on va dire, la valeur bon père de famille. La valeur a été un petit peu saccagée lors de la publication du troisième trimestre. C'est lié, en fait, à la baisse des marges de l'entreprise, qui reste tout de même assez élevée, puisqu'on est autour de 18%. Cette baisse des marges, elle est liée en partie à un repositionnement du groupe sur de l'investissement. Ils ont annoncé à peu près 180 millions d'investissements, et sur ces 180 millions, 60% vont être dédiés à l'innovation. Donc, c'est une valeur qui est prête à sacrifier ses marges à court terme pour maintenir un potentiel de croissance sur le long terme, tout ce que l'on adore chez AlphaZone. De plus, c'est une valeur qui a une situation financière très saine, puisqu'elle génère un cash à peu près de 250 millions d'euros, avec un endettement qui est là inférieur à 400 millions, donc plutôt intéressant. En plus de ça, elle distribue du dividende, donc un rendement aux alentours de 3%, qui est plutôt intéressant quand on voit le niveau des taux. Un objectif de cours qui est à long terme plutôt aux alentours de 150 et à court terme on vise 128 euros sans trop de problèmes. Voilà, ça c'est le graphique de court terme qui vient corroborer ce que tu disais. Donc on a à court terme en fait une formation graphique qui ressemble à celle du mois de juin, avec un bottom potentiel à la clé. Tant qu'on est au-dessus des 119 euros, on a un rebond potentiel qui peut se mettre en place à court terme vers cette zone des 130 dont tu parlais il y a quelques instants. Et après, si on sort de cette spirale baissière, si on trace une oblique entre les plus hauts de février, du mois d'août, on arrive vers la zone des 130. Si on venait à casser cette zone-là et à donner un nouveau tempo, là, effectivement, à moyen long terme, les 150 euros sont ici. Bien évidemment, une invalidation de ce scénario, c'est une cassure des 114
les 114 qui sont les plus bas annuels de 2016. Et si on cassait cette zone-là, c'est qu'on casse le trend de long terme, auquel cas les perspectives haussières seraient bien évidemment remises à plus tard. Enfin, peut-être pour... Oui, Voilà, on voulait terminer en fait sur un call de volatilité. la partie fun, je pense, de la présentation. Ici, on vous montre un graphique tridimensionnel qui est en fait très simple à comprendre, hein. Je vais vous l'expliquer très très simplement. Donc les deux échelles que vous avez tout au fond représentent en fait la volatilité implicite des options évoquées en pourcentage. En gros, la volatilité implicite, c'est la volatilité d'un actif, ici le CAC 40, anticipé par le marché au travers des options, de la façon dont sont pricées les options. Donc 10 à 30%, voilà, bon, c'est la volatilité implicite. Vous avez ici le VIX qui est calculé à peu près de la même manière. Bon voilà, ça vous donne un historique. Vous voyez qu'on reste quand même assez élevé. On est à 19,85% de volatilité implicite sur le CAC maintenant. On est dans un rallye haussier. Regardez 2004, 2005, 2006, la vol n'était pas si élevée alors qu'on était en rallye haussier assez net. Aujourd'hui, cela signifie que pour se protéger du risque de baisse des marchés, l'investisseur qui veut se couvrir en achetant un put, par exemple, va payer une prime assez élevée, quoi. Voilà, ça vous donne en fait le prix du hedging, le prix de la couverture. C'est vraiment comme ça qu'il faut lire l'indice. C'est ce qu'on appelle aussi l'indice de la peur sur le CAC. Vous avez pareil avec le VIX, avec le VSTOXX sur l'Eurostoxx, etc. Et donc on revient à cette matrice de volatilité qui a l'avantage de donner des paramètres sur le temps, sur la structure, l'horizon de temps du CAC 40. Là, ça s'étend jusqu'au quatrième trimestre 2025, donc l'échelle n'est pas linéaire, peu importe. Vous avez l'horizon de temps qui se trouve à droite, donc novembre 2016, quatrième trimestre 2025. Et à gauche, vous avez une échelle un petit peu plus difficile à comprendre, mais je vais vous la simplifier très nettement. C'est le delta. Le delta, plus il est élevé, plus le prix de l'option va être sensible et va évoluer avec du levier fortement à la variation du sous-jacent, c'est-à-dire le CAC 40, c'est l'optionnalité, etc. Plus le delta est élevé, plus l'option est proche de son prix d'exercice. Et du prix plus le prix d'exercice de l'option est proche du prix du marché spot, du prix du marché à un moment donné, etc. Donc cela signifie, si je prends un exemple très concret sur ce chart, je vais prendre le point rouge le plus élevé qui se trouve sur la zone, alors on voit pas très bien, mais c'est juin-septembre 2017. On est sur le CAC, hein, juin-septembre 2017. Le point rouge est très élevé. Et comment lire le chart? Cela signifie que si j'achète un put, c'est-à-dire une option de vente qui est avec un delta faible, c'est-à-dire loin de la monnaie, c'est-à-dire que je vais acheter une option put qui me permettra de vendre le marché très loin du prix actuel, ça on vaut dans les 4005 sur le CAC, imaginons 5000, ça va me coûter un bras, ça va me coûter extrêmement cher. C'est-à-dire que je vais payer très cher la protection pour avoir le droit de vendre du marché, loin du marché actuel, dans le temps, sur cet horizon-là. Et ça veut dire qu'il y a un moment donné où on peut lire cette matrice en se disant que nous dit le marché sur cette période. C'est très simple. Vous arrivez aux élections. Tout simplement. Je ne vous l'ai pas mis, mais vous avez l'Eurostoxx qui a la même matrice. Elle est totalement différente, c'est assez hallucinant. Elle explose en décembre avec le référendum de Renzi, parce que l'Eurostoxx est européen. Elle repart pleine balle avec les élections françaises et les élections allemandes un petit peu plus tard dans l'année. Je vous conseille, moi, si vous avez la capacité de le faire, de toute manière, en nous suivant sur Twitter, on mettra des updates, de regarder un peu ça. C'est très intéressant de voir comment le marché se donne une vision dans le temps de la volatilité. C'est très important de comprendre un peu les enjeux de volatilité anticipés par le marché. Ça vous permettra de savoir si on va sur un marché nerveux ou pas, quoi, tout simplement. Donc intéressant de comprendre que finalement ces élections, un an, 7 mois, 8 mois avant le terme, cristallisent déjà les craintes de beaucoup d'investisseurs. Nous, ça nous fait notre investissement décalé, un rendez-vous que vous pouvez retrouver régulièrement. Comment jouer les élections françaises finalement au travers des options. Le risque lié aux élections, il est clairement pricé plutôt du côté de Mélenchon ou de Marine Le Pen. On n'est pas là pour faire de la politique, mais jouer sur un trade.
Notre idée, c'est que ce trade ne se réalisera pas. On ne verra pas Marine Le Pen. L'intérêt, ça va être de profiter de la prime qui est très forte. C'est ce que vous a dit tout à l'heure mon collaborateur. Donc, ramasser aujourd'hui une prime, un gain certain. Donc, si je l'illustre, on va dire, aujourd'hui, on va dire, le marché est à 5004. Je prends quelque chose de complètement en dehors des clous. Ouais. C'est juste pour prendre des chiffres ronds plus simples à comprendre. On estime le marché à 5004. Vous estimez que c'est un bon prix, vous le vendez. En revanche, vous vous dites, moi je suis prêt à racheter ce marché, mais dans X temps. Donc, on sait le prix d'exercice, donc on se dit, je suis prêt à racheter le marché à 5000 points, donc je vends un put. Donc, je m'engage à racheter le marché à l'échéance de mon option, donc septembre 2017, à 5000 points. Si le marché termine en dessous de 5000 points, je m'engage à le racheter à 5000, je perds de l'argent. Et en revanche, mon call, et donc cet investissement-là, il prédit que le marché devrait finir au-dessus ou stable par rapport à mon prix d'exercice. Donc, on peut faire l'exercice avec le cours actuel du CAC, mais si vous estimez que le CAC, par exemple, à 4500 points aujourd'hui, est un bon point d'entrée, et vous pouvez donc vendre un put septembre 2017 à 4500 points, ce qui vous permettra de racheter le marché à ce prix-là en septembre 2017. En revanche, c'est un investissement qui présente un profil de gain assez dichotomique, puisque votre gain potentiel maximum, ce sera la prime que vous allez encaisser. En revanche, si le marché finit très très bas, vos pertes peuvent être quasi illimitées. Enfin, ou au moins elles s'arrêteront quand l'indice CAC finira à 0. Voilà pourquoi on fait ça, parce que quand vous vendez un put, je me remets sur la matrice, vous encaissez une prime. Je vends à quelqu'un le droit de vendre un actif. Donc je lui donne, ça veut dire que moi en fait, je m'engage en quelque sorte à lui racheter son actif le jour où il voudra le vendre. Un prix déterminé. Quand on voit que la volatilité est très élevée sur cette période-là, on peut se dire que plus la volatilité est élevée, plus la prime est élevée, parce que plus le coût de se couvrir coûte cher. Vendre à ce moment-là, c'est de se mettre vendeur de vol, se dire que la volatilité ne montera plus, qu'on est à un pic. Je profite du pic comme n'importe quel actif, je suis tout en haut, je vends de la vol. La volatilité est un actif comme un autre. Le VCAC se traite, le VIX se traite, etc. C'était l'instant option et présidentielle, très intéressant, effectivement très original. On va maintenant regarder les questions. Je crois qu'il y a eu quelque chose sur le FOMC. De nos lecteurs. Apparemment, ça peut être intéressant de regarder. Alors, déjà, question intéressante de Philippe qui suit toutes mes émissions. On discute souvent du dollar fort et on a parlé en 2015 du fait que le dollar index était déjà sur les niveaux actuels qu'il vient de dépasser. Donc le niveau des 101, oui. Oui, donc c'était les 100,50 les plus hauts de 2015 qu'on a dépassé là. Et en fait, on part du principe que si le dollar devient trop fort, ça peut peser sur les exportations américaines et donc la croissance. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors actuellement, on se trouve, j'ai à l'idée un chart que j'ai observé il n'y a pas très longtemps, sur un niveau de marge des entreprises américaines qui ne fait pas encore état d'une récession. Vous avez aux États-Unis, à un niveau de marge donné des entreprises, une alerte sur récession. On n'y est pas encore. Le dollar fort pèse sur la marge des entreprises. Okay. Est-ce qu'elle pèse sur la vente de leurs produits à l'international ? Le FX, on peut se couvrir. Le FX est très volatile. Le Forex, excusez-moi. Ce qui fait que vous vendez à l'international, c'est pas autant que ça finalement la devise. C'est pas autant que ça la devise. C'est votre productivité, c'est votre compétitivité, c'est votre avantage technologique. Regardez les grandes sociétés technologiques, elles sont aux États-Unis. Je me fais pas trop de soucis pour les exportations américaines. Elles représentent de moins en moins d'importance dans le PIB américain qui continue de se tourner vers des dépenses de consommation. À mon avis, l'impact dollar fort sur la croissance US peut se faire ressentir à court terme, mais ne le prenez pas comme une grosse inquiétude. Je pense que les États-Unis peuvent vivre avec un dollar fort.
Alors la phrase du FOMC, elle est là. Some participants noted that to preserve credibility, a rate increase should occur at the next meeting. Donc ça, c'était le fait qu'effectivement, pour maintenir sa crédibilité, la Fed devait monter les taux, puisque Janet Yellen nous l'avait dit, tout simplement. Tout à fait. Non-event, on surveillera le dot plot. Alors si vous avez vu des choses ce soir, n'hésitez pas à le mettre. Et du coup, question liée, la croissance anticipée. Donc Thomas, la croissance anticipée aux US pour 2017 ne risque-t-elle pas d'être consumée par les intérêts de dette suite à la remontée des taux ? C'est difficile de financer un plan d'investissement quand vous avez un taux d'entêtement qui est aussi élevé et quand votre économie est sensible à la hausse des taux. La hausse des taux va être dramatique quand il va falloir refinancer les 8 000 milliards de dettes qui arrivent à échéance pour les grandes sociétés, les sociétés en général aux États-Unis. Remontée des spreads de crédit high yield, c'est-à-dire toutes les obligations qui sont notées inférieures à BBB- face aux taux sans risque aux US, va effectivement empêcher les sociétés qui le regardent énormément, cet écart entre le high yield, c'est-à-dire le taux un petit peu spéculatif, et les taux sans risque, elles le regardent énormément pour prévoir leur budget d'investissement, leur financement. Parce qu'en fait, c'est un benchmark, c'est un baromètre de la façon dont ces entreprises vont pouvoir financer leurs investissements. Donc effectivement, on peut avoir un effet sur la croissance, parce que si les taux remontent, c'est facile. Le return on investment, le retour sur investissement, le taux de rendement interne d'un projet d'investissement sera un petit peu consommé par les frais financiers, par le coût de la dette, etc. Toutefois, on a eu la chance, nous, de rencontrer des dirigeants d'entreprises américaines, parmi les plus grandes, Walmart. Voilà, en face à face, au cours d'un colloque organisé par une grande banque d'investissement allemande, à Paris. Que disent-ils ? Ils n'investissent pas depuis la crise. Et la duration, c'est-à-dire la durée, la vieillesse de l'outil productif aux États-Unis, un peu à l'image des infrastructures, est élevée. Ils n'ont pas beaucoup investi. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes un chef d'entreprise, vous voulez avoir une vision normale des taux. Les taux négatifs, ça ne vous intéresse pas. Personne ne comprend les taux négatifs. C'est l'inconnu des taux négatifs. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir de la déflation ? Si ça veut dire qu'il n'y a pas y avoir de croissance ? Une inflation qui repart, des taux qui remontent, du moment qu'on fait un mouvement de retour à la moyenne et qu'on ne va pas trop loin de la moyenne, et c'est ce qu'on est en train de faire pour l'instant, c'est positif pour l'investissement, la visibilité des entreprises. Elles n'attendent que ça pour se remettre à investir. Donc la remontée des taux, du moment qu'on fait un mean reversal, un retour à la moyenne, est plutôt quelque chose, à mon avis, de positif pour l'investissement et donc la croissance US, sachant que l'investissement, la jambe de l'investissement, c'est ce qui manquait à la croissance. On a eu la consommation, mais il nous manque l'investissement aux États-Unis, tout comme en Europe. Une question un petit peu croisée, mais intéressante tout de même pour avoir votre avis là-dessus. Tidiane qui dit bonjour, j'ai une question à vous poser. Quel serait l'impact tant commercial et économique du Brexit sur l'Europe, notamment la France, à très court terme ? Les pays de l'UE, je crois, exportent, ils ont quelque chose comme 7% qui va vers le UK. Je peux vous dire que le UK vers l'Union Européenne, c'est nettement plus. Je crois que c'est 55%. Bon, je ne suis pas certain de mes chiffres, mais en tout cas, vous prenez conscience intuitivement de la différence entre la dépendance de l'UE au UK et la dépendance du UK à l'UE. Une des conséquences aussi qui était un peu plus légère, c'était la perte du nombre de millionnaires au UK. Donc une information que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans le morning que l'on fait, où il disait que l'impact du Brexit pourrait faire perdre 1500 milliards d'actifs liés à ces milliardaires basés au UK. Donc il y a des conséquences qu'on ne maîtrise pas, très clairement. À court terme, on l'a vu, ça a été finalement un non-événement, puisque en fait, les marchés ont besoin de comprendre les mécanismes. Il y a environ à peu près 10 000 traités d'échange avec la zone euro qu'il va falloir revoir. Donc la seule bonne nouvelle qu'on pourra en tirer, c'est finalement peut-être des emplois pour justement étudier tous ces traités. En revanche, vous n'avez pas envie forcément d'acheter du Renault ou du Peugeot quand vous exportez autant de voitures sur le marché UK, qui va vous imposer peut-être des droits de douane, qui va être moins libre et qui en plus va faire face à des incertitudes de la part des consommateurs. Donc l'impact il sera effectivement très net sur certaines sociétés et je pense par exemple à l'industrie automobile tout particulièrement, qui à mon avis sera parmi les premiers secteurs à souffrir
du Brexit. Mais attention, la Cour de justice anglaise l'a dit, ça doit passer devant le Parlement. Il n'est pas impossible que secrètement, depuis le début, Cameron sache que tout ça, c'est que du calcul politique et que le Parlement, dans sa grande tradition très légale, très Magna Carta britannique, parce que le UK est quand même un pays de tradition parlementaire, dont l'existence de cette dernière remonte bien au-delà de la nôtre. D'accord ? Donc un gouvernement qui décide de sortir d'une union aussi importante, un gouvernement, c'est très délicat dans un pays de tradition parlementaire. C'était couru d'avance que le Parlement allait avoir son mot à dire. Le Parlement est plutôt défavorable au Brexit. Va-t-il choisir de l'appliquer ? Je ne peux pas le dire. Le risque est entier dans les deux sens. On garde la porte ouverte à un non-Brexit autant qu'à un very hard Brexit. Je pense qu'il faut rester pragmatique. Ils le sont énormément. Et puis finalement, est-ce que si on aura des manifestations au UK, si le Parlement dit non ? Pas sûr. Le Royaume-Uni n'est pas dans une situation aussi confortable par rapport à l'Union européenne. Ok, parfait. Écoutez messieurs, on a bien dépassé l'heure, on est à 1h15 avec les questions-réponses. J'espère que cela vous a plu. On a parlé donc des thématiques très importantes dont on va continuer à parler dans les séances à venir. Vous pourrez continuer de lire tout ce qui est contenu de AlphaZone en vous inscrivant à leur newsletter. Je vais publier le lien sur mon compte Twitter tout de suite, juste en fermant l'émission. Merci à tous, merci à tous ceux qui sont venus à ce rendez-vous, à tous pour vos questions, pour votre participation. Et donc voilà, vous pourrez retrouver AlphaZone sur Twitter au quotidien, dans la newsletter. Ils travaillent avec CMC Markets, donc vous entendrez de nouveau parler d'eux. Merci messieurs pour cette revue macro et à très bientôt. Merci à tous et rendez-vous début 2017 pour de nouvelles aventures.